Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat après notamment cette matinée qui a été consacrée à l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé devant les députés à l'Assemblée nationale, les députés qui se sont constitués en commission d'enquête à la suite de l'affaire Alexandre Benalla. Sachez que le ministre de l'Intérieur s'exprimera également devant les sénateurs. Ça sera demain après-midi à 17h45 et ça sera à suivre en direct sur notre antenne. En effet, les sénateurs, eux aussi, se constituent en commission d'enquête afin d'examiner les conditions dans lesquelles la préfecture de police a intégré à une opération des forces de l'ordre une personne qui était extérieure à ses services. Pour le sénateur Les Républicains Philippe Bas, président de la commission des lois, cette situation montre qu'il y a eu des dysfonctionnements dans les institutions. Et vous allez voir également que l'affaire Alexandre Benalla a fortement impacté la séance ce matin avec de très nombreuses prises de parole, notamment celle de Gérard Larcher, le président du Sénat, mais aussi des rappels au règlement provenant des différents groupes politiques. Retour donc à cette séance. Par lettre en date de ce jour, et conformément à l'article 22 ter de notre règlement, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur Philippe Bas, m'a indiqué que la Commission des lois demande au Sénat, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, ce pour une durée de 6 mois, afin de mener sa mission d'information sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités, et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Je propose que nous examinions cette demande en séance publique aujourd'hui à 14h30. Y a-t-il des observations? Je précise qu'il s'agit de la demande de la Commission des lois de se transformer en commission d'enquête pour une durée de 6 mois. Tout le monde a bien intégré. Et ceci sera donc soumis à votre approbation à 14h30 en séance publique. Il en est ainsi décidé. Mes chers collègues, les événements de ces derniers jours, de ce qui est désormais appelé l'affaire Benalla, et l'onde politique et médiatique qui en a résulté, ont provoqué une désorganisation des travaux parlementaires. Je ne vois pas comment les textes en lecture à l'Assemblée nationale pourront être examinés dans ces conditions avant la fin de la session extraordinaire. Dans une démocratie, il est des moments où le Parlement a le devoir d'affirmer son rôle de contre-pouvoir institutionnel. C'est ce que nous ferons en Sénat en transformant la Commission des lois en commission d'enquête. Je le pense au début de cet après-midi. Elle est actuellement en réunion. Dès demain, la Commission des lois, comme commission d'enquête, devrait entamer les auditions qui lui permettront de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements au sommet de l'État qui sont désormais, semble-t-il, avérés, et les interrogations légitimes qu'ils suscitent. Une fois encore, le rôle du Parlement, et particulièrement le Sénat, paraît indispensable, un contre-pouvoir exigeant dans le respect de nos institutions, mais aussi pleinement dans l'actualité. Je réunirai cet après-midi les présidents de groupe pour organiser la semaine d'ici la conférence des présidents qui est programmée pour mercredi. D'ores et déjà, le calendrier et le contenu même de la révision constitutionnelle me paraissent devoir être repensés. Ce sera donc un des objets de notre conférence des présidents de mercredi. Plus que jamais, nous mesurons, je crois, à quel point, et je le dis sereinement, les prérogatives du Parlement doivent être plutôt renforcées que diminuées, et que c'est l'intérêt de notre démocratie. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais dire. Je suis saisi de deux demandes, une de la présidente de la Commission des affaires économiques et demande de rappel au règlement
de Madame la présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Madame la présidente. Puis, Monsieur Dallier du président Marseille. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La reprise de nos travaux ce matin s'effectue dans une ambiance politique pour le moins électrique. Les événements médiatico-politiques qui se sont déroulés depuis plusieurs jours mettent en évidence des dysfonctionnements majeurs dans l'exercice du pouvoir. Le Sénat ne saurait accepter cela. Rien ne nous est épargné. Confusion des pouvoirs, mensonges ou pour le moins manque de transparence, sentiment d'impunité, commentaires pour le moins surréalistes de certains membres du gouvernement à la presse. Ainsi, nous apprenions ce matin que M. Benalla était bagagiste. C'est indigne de la République et irrespectueux pour les parlementaires et l'ensemble des Français. Dans cette confusion, plus que jamais, le Sénat jouera le rôle qui est le sien, celui de contre-pouvoir, celui de continuité de l'État et de législateur. Contre-pouvoir, puisqu'à la demande du président Larcher, le président Bas a diligenté une commission d'enquête qui sera examinée en début d'après-midi, qui se réunira vraisemblablement dès les prochains jours pour qu'en parallèle de l'Assemblée nationale et de la justice, la lumière soit faite sur cette affaire. Continuité de l'État, car malgré la suspension houleuse des travaux à l'Assemblée nationale, le Sénat a continué et continuera, Monsieur le ministre, je le souhaite, ses travaux sur le texte de loi en cours et notamment cette loi Elan. Dans ce désordre, je m'interroge néanmoins sur la suite de l'ordre du jour de cette session extraordinaire. La conférence des présidents devrait nous éclairer. Je me permets de vous indiquer, Monsieur le ministre, qu'au regard de l'avancée de l'examen de ce texte majeur qu'est le texte Elan et au regard de l'ambiance politique, il me semble désormais tout à fait impossible d'envisager une CMP dans des conditions sereines et constructives avant la fin de la session. Par respect de mes collègues sur tous les bancs, pour la qualité de ce texte, en tout cas pour ma part, je m'y opposerai. Merci. Madame la présidente Éliane Assassi. Merci. Monsieur le Président, un mot d'abord pour souligner que je soutiens tout à fait les propos que vient de tenir Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques. Comme vous l'avez dit, il y a une crise politique donc, qui a été déclenchée la semaine dernière et c'est vrai qu'elle a pris une tournure particulière ou je dirais même d'une certaine gravité durant le week-end avec de nouvelles révélations. Il y a eu celle de ce matin, mais on a aussi appris ce week-end que M. Benalla était détenteur d'un badge qui lui permettait de pénétrer jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et on peut s'interroger sur les raisons qui motivaient le port de ce badge. Donc devant la pression particulièrement de l'opposition à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait le choix a entendu plutôt l'impossibilité de poursuivre le débat sur le projet de loi constitutionnel parce que cette affaire fait justement vaciller nos institutions. Alors que les commissions des lois de nos deux assemblées se soient dotées de prérogatives de commissions d'enquête et se mettent au travail est une bonne chose. Pour autant, Monsieur le Président, nous avons besoin d'un certain nombre de propositions. Nous en aurons sans doute cet après-midi, mais je tiens à en citer quelques-unes à cet instant. Précision sur qui, outre le ministre de l'Intérieur, va être auditionné par notre commission des lois, ici, la commission d'enquête, donc ici au Sénat. Est-ce que tous nos collègues, membres ou non de cette commission, pourront intervenir et poser des questions ? À l'Assemblée nationale, les présidents de groupe ont été sollicités pour lister des personnes, des organisations ou des associations qu'ils souhaitaient être entendues par cette commission d'enquête. En sera-t-il de même ici au Sénat ? Demain, nous aurons la séance des questions d'actualité et j'espère que Monsieur le Premier ministre sera parmi nous. Mais comme vous le savez, le temps de l'opposition sénatoriale, il sera limité, ce qui pose quand même la question de l'expression du pluralisme. Et je regrette que l'article 50-1 de la Constitution, qui précise un certain nombre de prérogatives, donc ne soit pas activé dès maintenant. Alors, Monsieur le Président, j'ose espérer que nous aurons des réponses aux questions que je pose ce matin, car je crois qu'il ne faut pas se le cacher, l'heure est grave pour notre démocratie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Dallier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est heureux que les plus hautes autorités de l'État et le gouvernement se soient enfin rendus compte durant le week-end
que ce que l'on appelle l'affaire Benalla ne pouvait pas être traité d'un revers de main. On a cru comprendre ce matin qu'effectivement certains ont enfin mesuré la gravité de la situation. Il est également heureux qu'il ait été compris que les travaux du Parlement ne pouvaient pas se poursuivre comme si de rien n'était, et enfin, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, des commissions d'enquête vont pouvoir tenter d'éclairer non pas la partie judiciaire de l'affaire, mais ce qui concerne l'organisation des services, notamment à l'Élysée, et le fait de savoir qui a chargé qui de faire quel type de travail. C'est une question qui se pose. Je crois, Monsieur le Ministre, que cette affaire va aussi porter un autre regard sur la réforme constitutionnelle qui nous est proposée. Si, et je le répète ici, chacun est d'accord, parce que c'est le seul argument qu'on nous oppose pour réduire le nombre de parlementaires, je crois qu'enfin, chacun va pouvoir regarder les choses sous l'angle le plus important, les droits et les pouvoirs du Parlement. Et à notre sens, il n'est pas question de les réduire, et encore moins maintenant, après ce que nous avons vu dans les jours derniers. Alors, nous verrons bien, mes chers collègues, ce que le gouvernement entend faire sur ce sujet, mais ça va devenir un point essentiel. Pour ce qui est de la suite de nos travaux, bien, je constate, heureusement, que le Sénat a pu, la semaine dernière et jusque vendredi tard dans la nuit, travailler et avec un débat de haute qualité sur la loi Elan. Je souhaite effectivement que nous puissions poursuivre, mais il nous faudrait un peu plus de précision, Madame la Présidente de la Commission, sur l'organisation de ces travaux. Est-ce qu'on termine mardi dans la nuit? Est-ce qu'on ira mercredi? On me parlait de vendredi. Est-ce que nous pourrions être éclairés sur le sujet? Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Hervé Marseille. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, effectivement, le Sénat ne pouvait pas rester, bien sûr, à l'écart de la situation que nous connaissons. Et je me réjouis de la réactivité du Sénat et singulièrement de la Commission des lois qui vient à l'unanimité de proposer à notre Assemblée de se constituer en commission d'enquête, comme le permet l'ordonnance de 58. Ceci est fait, vous le remarquerez, de façon à la fois consensuelle et sereine. C'est ce qui fait la différence. Et dans la suite de ce que vient de dire mon collègue Dallier, je crois, et j'en veux pour preuve, une fois n'est pas coutume, un article paru dans Le Point ces dernières heures qui dit « Le Sénat, le contre-pouvoir tranquille ». Nous ne sommes pas habitués à des articles laudateurs de la presse, loin s'en faut, mais je crois que le bicaméralisme est au moins le vainqueur de cette triste affaire. Et je crois qu'il nous appartient, c'est notre mission de contrôle, d'agir, c'est ce que nous faisons dans la transparence, dans le consensus. Et la Commission des lois vient d'établir un programme d'audition et de travail, et nous lui faisons confiance. Pour autant, nous sommes aussi des législateurs et nous devons continuer à travailler, c'est ce que nous faisons. Je crois, comme l'a dit le président Dallier, que plus que jamais, aujourd'hui, notre pays a besoin d'une haute assemblée qui soit une assemblée qui, à la fois, soit vigilante sur les institutions, sur les libertés publiques, qui soit rigoureuse dans son travail, qui puisse contrôler l'exécutif, mais qui puisse travailler. Ça sera l'ensemble des débats que nous aurons, Monsieur le Président, à l'occasion de la réforme constitutionnelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Young. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous sommes tous unanimes pour condamner les faits tels qu'ils se sont révélés progressivement à travers le week-end. Ces actes sont absolument condamnables et seront condamnés. Aujourd'hui, la situation est que les personnes mises en cause sont maintenant déférées devant la justice, mises en examen devant des juges. Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays et je pense que les juges feront la lumière sur ces différents faits tels que nous en avons eu connaissance. J'apprends que la commission des lois se transformera en commission d'enquête, comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale, et je m'en réjouis puisque cela permettra au Sénat, aux sénateurs,
de faire toute la lumière sur un certain nombre des aspects qui ne sont pas ceux du judiciaire, mais qui sont les aspects, on va dire, plus politiques de cette affaire. Par contre, moi, je ne rentrerai pas dans le débat pour savoir si cela remet en cause la réforme institutionnelle, si cela remet en cause le fonctionnement de nos institutions, etc. Ça, c'est un débat politique qui viendra après. Je pense que nous devons continuer. Je pense que nous devons, comme Sénat, et ça a été dit, continuer notre travail. Nous étudions en ce moment, nous examinons la loi Elan, compliquée, avec un certain nombre d'aspects. Eh bien, nous devons continuer à le faire. Il n'y a pas de raison que nous stoppions ce travail important. La loi Elan, et puis les propositions de loi ou les projets de loi qui vont venir après, puisque nous en avons encore quelques-uns d'ici la fin de l'année. Il ne faut pas que ce soit l'occasion de gripper la machine parlementaire. Je crois que nous devons montrer au contraire que le Sénat continue son travail à travers ces difficultés. Merci. Notre collègue Iacovelli pour un rappel au règlement. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour notre part, il n'a jamais été question de remettre en cause l'examen de la loi Elan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes tous présents aujourd'hui et que je pense même un peu plus cet après-midi concernant l'article 46. 1er mai, un chargé de mission à l'Élysée au privilège rarissime, un agent d'En Marche, ont tabassé des étudiants dans Paris. Ces actes inadmissibles d'une milice naissante posent beaucoup de questions. Pourquoi le président de la République et le ministre de l'Intérieur, ainsi que la préfecture, étaient avertis et n'ont pas déclenché l'article 40 de la procédure pénale? Pourquoi Benalla est lieutenant-colonel à 26 ans, au-dessus du colonel Beltrame, un grade qui normalement est donné à Saint-Cyr, aux agents de Saint-Cyr et de Polytechnique à peu près à 40 ans. Grade qui permet de commander, je rappelle, 3000 hommes. Et quand on sait que Napoléon était seulement capitaine, avec donc 2 grades en dessous, ça laisse songeur. Pourquoi le président de la République a mis 5 jours à sortir de son silence et que même le Premier ministre commémore la rafle du Veldiv alors que normalement c'est la prérogative du président de la République? Pourquoi, ce matin, le ministre des Relations avec le Parlement indique qu'une procédure de licenciement a été mise en œuvre dès que les faits ont été connus, c'est-à-dire il y a 5 jours, ce qui est complètement faux puisque les faits ont été connus par la hiérarchie de l'Élysée et par le ministère de l'Intérieur dès le 2 mai. Alors, Monsieur le Président, à l'heure où le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, tente d'affaiblir le Parlement, la presse et les corps intermédiaires, les Français se rendent compte, avec cette affaire, de l'importance de notre Assemblée, de l'importance du bicamérisme et du rôle de contrôle du Parlement qui est nécessaire dans notre démocratie. Merci. Monsieur le Président Guillaume. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, jeudi dernier, notre collègue, Madame Ilyana Assassi, présidente du groupe CRCE, a posé la question qu'il fallait poser au Premier ministre. Et je pense que c'est à partir de cette question-là, transparence du Parlement, que nous avons pu obtenir un certain nombre d'informations derrière, et je veux saluer le travail et la réactivité de ce groupe. Nous sommes dans un scandale absolu et dans une catastrophe politique. Un scandale absolu d'un homme qui a perdu pied, qui a pris des responsabilités inacceptables, inadmissibles. La commission d'enquête fera ce qu'elle aura à faire, le gouvernement fera ce qu'il aura à faire, la justice fera ce qu'elle aura à faire, mais il doit être condamné, il doit être viré, mais j'ai bien compris que ça allait être le cas, et il faut que cela passe. Mais c'est une catastrophe, je pense, politique, par rapport à tous nos concitoyens qui, eux, voient les choses comme cela de leur province, de leur ville, de leur territoire, de leur campagne, et qui voient une mauvaise image de la vie politique. Alors, Monsieur le Président, le Président Requier n'est pas là. Je me permets modestement, au nom du groupe RDSE, de m'associer à ce que vous avez évoqué, ce qu'ont évoqué les présidents de groupe ou leurs représentants. Le Sénat ne doit pas singer l'Assemblée nationale, mais le Sénat, par la transformation de la commission des lois en commission d'enquête, doit réaffirmer de façon indispensable, s'il en était besoin, la démonstration sera faite, que le bicamérisme de notre pays est une nécessité, que le bicamérisme de notre pays est non seulement une nécessité, mais la survie de notre démocratie.
Pour le reste, ne commençons pas à poser des questions maintenant. Je viens d'écouter le ministre Collomb à l'Assemblée nationale. Il répond, les commissions d'enquête feront leur travail. J'espère que la justice le fera, mais je voulais réaffirmer ici, au nom de notre groupe, que nous nous associons à votre initiative, Monsieur le Président, et que nous devons être, ici, la Haute Assemblée, l'Assemblée des sages, nous devons être unanimes pour que toute la lumière soit faite et pour faire en sorte que la justice passe. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres demandes de rappel au règlement. Je n'en vois point. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs. Si j'étais encore parmi vous, j'aurais bien évidemment demandé la parole pour dire très simplement que le Sénat devait exercer ce qu'il fait, son travail de contrôle, montrer sa capacité, et je n'en ai jamais douté, à être au cœur de la République un élément essentiel de la démocratie et de la représentativité de nos territoires et de ses habitants. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur les rappels au règlement qui viennent d'être faits. J'aurais fait le même. Monsieur le Président, ce qui se passe illustre ce que j'ai souvent dit sur le fonctionnement de la Ve République. Et pour être souvent intervenu en disant ce que je pensais du fonctionnement de la Ve République, qui a depuis longtemps fait souvent le procès des précédentes, sans avoir la capacité de rétablir l'équilibre institutionnel. Elle a de grands avantages, cette Ve République, mais aussi quelques difficultés à faire en sorte qu'il y ait un véritable équilibre des pouvoirs. Pour l'avoir souvent dit, je ne changerai pas d'avis et d'opinion aujourd'hui. Ceci étant, je voudrais aussi saluer le travail du Sénat, qui a montré à la fois sur ce dossier sa capacité à réagir, à être une chambre de contrôle, mais aussi à continuer à travailler. Et ce que nous faisons ces derniers jours sur la loi Elan en est la démonstration. Je le crois de manière constructive et je crois être à l'écoute aussi de ce que les sénatrices et les sénateurs font remonter comme proposition. Et c'est ça aussi la bonne façon de travailler. Donc voilà ce que je voulais dire. Le bicamérisme, Monsieur le Président, il est indispensable à la République. Avoir des parlementaires présents et en nombre suffisant pour être présents sur le terrain est aussi une bonne chose. Je n'ai jamais changé de discours à ce sujet-là et je n'en changerai jamais. Merci. Ministre, mes chers collègues, je porte à votre connaissance le courrier que je viens de recevoir du président de la Commission des lois. Monsieur le Président, conformément à l'article 22 ter du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous indiquer que la Commission des lois, après en avoir délibéré au cours de sa réunion de ce jour, demande au Sénat, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui lui confère pour une durée de 6 mois les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener une mission d'information sur les conditions dans lesquelles les personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités et le régime de sanctions applicables en cas de manquement. Je vous prie de croire. L'ordre du jour est donc modifié. À 14h30, nous examinerons la demande de la Commission des lois, puis nous poursuivrons l'examen de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Voilà pour ce début de séance qui a été donc très fortement impacté par l'affaire Alexandre Benalla, alors que la commission des lois du Sénat va se constituer en commission d'enquête afin de comprendre les modalités selon lesquelles la préfecture de police a intégré à un dispositif de maintien de l'ordre une personne qui est extérieure à ses services. Notez également la prise de parole de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a ouvert la séance en ce lundi matin en disant qu'il y avait eu des dysfonctionnements au sommet de l'État. Ensuite, il y a eu de très nombreux rappels au règlement, vous les avez entendus, notamment celui de la présidente de la Commission des affaires économiques, la sénatrice Sophie Primas, qui a jugé qu'il fallait que le Sénat continue son travail, que cette affaire Benalla mettait en place néanmoins un climat politique électrique et que dans ce contexte, le Sénat devait incarner un véritable contre-pouvoir et devait aussi incarner la continuité de l'État. Preuve de cette continuité, les sénateurs ont ensuite continué à travailler sur le projet de loi Élan, ce projet de loi sur le logement qui est débattu depuis la semaine dernière au Sénat. Et ils ont notamment discuté ce matin de la question des expulsions locatives. Retour donc à la séance. Nous examinons un article additionnel après l'article 40, un amendement 201 rectifié. Monsieur Gay présente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avec cet amendement, nous voulons interdire toute expulsion locative lorsque le locataire n'est pas en mesure d'accéder à un autre logement par ses propres moyens et n'a pas reçu de proposition de relogement adapté. Il s'agit de mettre fin à la pratique inhumaine des expulsions locatives qui frappent des familles, des enfants privés de leur domicile. Cette disposition permettrait d'une part d'inciter à la recherche de solutions de relogement adaptées lorsqu'un ménage ne peut pas ou ne peut plus faire face au coût de son logement, et d'autre part à éviter la multiplication des expulsions frappant des ménages fragilisés par la progression des dépenses de logement et que le moindre accident de parcours peut faire basculer dans l'exclusion. Les propriétaires ne seraient pas lésés par cette mesure puisque, bien évidemment, comme la loi l'indique, le refus de concours de la force publique leur permet d'obtenir une indemnisation équivalente au loyer et aux charges du logement. Les prescriptions internationales en termes de droit au logement, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Convention européenne des droits de l'homme, ont créé l'obligation pour l'État de garantir que personne ne peut être privé de son logement en raison des conditions de ressources insuffisantes. Notre amendement tend simplement à garantir ces principes. Outre son objectif de respect de la dignité humaine, il nous semble également en adéquation avec le caractère constitutionnel du droit au logement. Certains d'entre vous opposent à cette mesure la décision du Conseil constitutionnel de 1998 sur la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. À cet égard, nous voudrions clarifier notre débat. L'inconstitutionnalité d'une telle mesure n'est pas avérée. En effet, si le Conseil constitutionnel s'est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs, l'écriture même de cet amendement ne soumet en rien l'exécution d'une décision de justice à une diligence administrative. Elle interdit toute décision judiciaire en ce sens. De plus, il ne faut pas non plus sous-estimer l'apport de la loi Dallot et le rôle qu'elle a confié à l'État. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs sanctionné l'État chypriote pour le non-respect du droit au maintien dans un logement au nom de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vous remercie. Avis de la commission, madame la rapporteure. Alors l'avis de la commission sera un avis défavorable en rappelant les propos qu'a tenus à l'instant notre collègue Philippe Dallier, où véritablement ce qui nous préoccupe, c'est de tout mettre en place, comme l'a rappelé également le ministre, pour être le plus en amont et arriver à une prévention des expulsions locatives. Mais dans votre amendement, vous remettez en cause l'équilibre du régime des expulsions locatives et je pense que vous le compliquerez très fortement. Pourquoi? D'abord parce que vous faites état d'une notion qui est celle de difficultés particulières. Comment apprécier en pratique des difficultés particulières qui pourraient être à même de justifier l'interdiction d'une expulsion? Donc c'est la raison pour laquelle l'avis est un avis défavorable. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Ce sera aussi un avis défavorable qui ne surprendra pas Monsieur Gay. Bon, il y a une constance et une cohérence dans l'expression de votre amendement, mais vous savez que nous ne partageons pas cet avis parce que je suis convaincu en plus que cela irait à l'encontre
de l'intérêt globalement des locataires, parce que la conséquence première, c'est que très clairement, ça diminuera le nombre de logements mis en location par les propriétaires bailleurs. Ce que nous avons voulu, dans le cadre du projet de loi Élan, c'est d'amener plusieurs améliorations concrètes, tangibles, notamment à travers, je le disais tout à l'heure, l'articulation des procédures d'expulsion et de surendettement de l'article 40, mais aussi le renforcement des capacités d'intervention précoce des CAPEX, parce que la prévention, comme le disait M. Donis, la prévention des expulsions, c'est ce qu'il faut absolument développer grâce à l'article 41, ou l'extension, parce que c'est dans le texte, des possibilités de maintien des locataires dans le parc social par l'article 42. Donc, avis défavorable. Explication de vote. Vous le retirez? Non. Non, mais j'espère. Écoutez, j'écoute les désirs. Ceux qui sont favorables à son adoption le manifestent en levant la main. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Abstention, oui, du groupe socialiste. Vous en avez donné acte. Ensuite, nous allons examiner l'article 40 bis A avec 4 amendements identiques de suppression. Le premier est présenté. Il est défendu. Le second, M. Iacovelli, pourrait être défendu aussi. Malgré tout. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la Commission des affaires économiques a raccourci les délais de procédure d'expulsion. L'objectif est de raccourcir les délais dits incompressibles de cette procédure en les réduisant au maximum. Cette mesure est contre-productive aussi bien pour le locataire que pour son bailleur. Le débiteur en effet, n'aura en effet pas le temps nécessaire pour activer les dispositifs qui pourraient l'aider à reprendre les paiements ou à rembourser sa dette de loyer. Et s'agissant du commandement de quitter les lieux, le délai de 2 mois pendant lequel l'expulsion ne peut intervenir semble être déjà un délai incompressible pour organiser les opérations, de la dernière chance, on va dire, reprendre le paiement, saisir le juge pour demander des délais si les circonstances le justifient, ou encore saisir différentes instances comme le CCAPEX, par exemple. Notre amendement donc supprime la réduction des délais de la procédure d'expulsion votée par la Commission du Sénat. Avis. Le gouvernement, même amendement de suppression. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, nous avons déposé cet amendement de suppression, non pas dans une volonté de remettre en cause l'excellent travail de la Commission, mais ben oui, on peut le dire sous cette forme, Madame la Présidente. Mais là, franchement, je crois que diviser les délais de la procédure d'expulsion locative par 2 va en pratique rendre inopérant la procédure de prévention des expulsions. Donc, ce que nous souhaitons, c'est donner le maximum de poids et de chance à la prévention des expulsions. Or, l'enjeu, ce n'est pas la réduction du délai de procédure, surtout en passant de 2 mois à 1 mois, mais c'est le recentrage de l'intervention de l'ensemble des dispositifs de prévention le plus en amont possible de la procédure. Et ces délais de 2 mois, je dis la différence entre 2 mois et 1 mois, elle n'est pas considérable, mais ces délais de 2 mois sont utiles pour permettre la saisine coordonnée des dispositifs d'apurement de la dette locative et organiser le relogement des locataires qui ne peuvent se maintenir dans leur logement. Et je crois que la réduction drastique de ces délais aurait une conséquence, c'est de pénaliser autant le bailleur qui verrait ses chances de remboursement de la dette diminuer que le locataire. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression. Et là, je ne dis pas défendu, comme il m'est arrivé de le dire à plusieurs reprises. Je donne les raisons qui me font demander au Sénat de voter cette suppression. Monsieur Labbé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, lorsqu'on parle de bonne foi ou de mauvaise foi, il est toujours dérangeant de s'aligner sur la mauvaise foi pour légiférer. Certes, il y a des locataires de mauvaise foi, on le sait, mais il y a, le ministre l'a dit tout à l'heure, des locataires qui perdent les pédales
et qui n'y arrivent plus et qui lâchent et qui ne vont plus chercher les factures. Sont-ils de mauvaise foi, sont-ils de bonne foi? C'est le résultat d'une situation. Je partage la nécessité d'un travail en amont pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation. Mais les dispositions proposées par la Commission des affaires économiques ne protègent pas les locataires de bonne foi. Elles aboutissent à réduire de 2 mois à 1 mois, on l'a dit. Or, ce délai supplémentaire ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du bailleur, ça a été dit, alors qu'il permet au locataire en difficulté de trouver des solutions afin de régulariser sa situation et, en dernier recours, de rechercher un nouveau logement. Ainsi, le droit en vigueur est plus favorable au paiement de dettes locatives. Pour les raisons évoquées, nous proposons, nous aussi, la suppression de cet article. Avis de la commission, madame la rapporteure. Alors, l'avis de la Commission sur ces 4 amendements sera un avis défavorable parce qu'il est contraire à la position de la Commission. Vous l'avez rappelé les uns et les autres. Actuellement, la procédure d'expulsion, vous l'avez également dit, d'un débiteur prend au moins 6 mois. Nous considérons que la longueur de ces délais pénalise lourdement le bailleur et ne peut que décourager les propriétaires à s'engager dans l'investissement locatif. Le ministre a parlé de réduction drastique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à la procédure d'expulsion actuelle, viennent s'ajouter la trêve hivernale, les délais de jugement. Donc ça fait des procédures qui sont extrêmement longues, difficilement compressibles. C'est la raison pour laquelle la Commission des affaires économiques a souhaité effectivement diviser par 2 les 6 mois incompressibles de la procédure. Je ne pose pas la question au gouvernement puisqu'il est lui-même l'auteur d'une proposition. Explication de vote. Monsieur Fouché, puis Monsieur Daunis. Simplement, comment ça se passe devant les tribunaux? C'est assez simple. Je veux dire, la personne doit un certain nombre de loyers. Bon, elle vient devant le tribunal, elle paie quelques mois de loyer, et puis l'affaire est repoussée, et repoussée, et repoussée. Donc, je veux dire, les expulsions comme ça, il n'y en a pas autant qu'on le dit. Voilà. Monsieur Daunis. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, je suis un peu surpris de l'article qui a été adopté en commission sur justement les justifications. Regardons les choses concrètement, et d'ailleurs, Madame la rapporteure, dans son explication, l'a dit elle-même. La procédure est très longue, trop longue. Non pas dans sa partie, j'allais dire, des 6 mois, mais c'est surtout trêve hivernale, le procès, très bien. Donc, paradoxalement, dans une procédure qui peut durer bien plus que 6 mois, la réduction du temps interne à ces 6 mois va avoir un effet contre-productif puisque il va augmenter le nombre de procédures judiciaires et, de fait, augmenter le temps mis pour la récupération du bien. C'est-à-dire, et je comprends la volonté de Madame la rapporteure et de la Commission, mais la réponse qui est faite, paradoxalement, ne fait que augmenter le problème plutôt que le diminuer. Et c'est pour ça que nous avons souhaité qu'il y ait suppression de cet article, qui peut apparaître comme ça à première vue avec une certaine légitimité, mais dont les effets prévisibles seront à contrario de l'effet recherché. Merci. Je vais maintenant consulter. Je rappelle l'avis défavorable de la Commission. Ceux qui sont favorables à cet amendement de suppression le manifestent en levant la main. Avis contraire? Ne sont pas adoptés. L'article est adopté, par contre, sans cette modification. Pas de même vote dans l'autre sens, bien évidemment. Amendement sur l'article 40 bis B, même vote, je suppose. Article 40 bis C, à l'amendement 205. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure.
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, prévoit un transfert du contrat de location en cas de décès du locataire au bénéfice du conjoint ou du partenaire de Pacs, ainsi que, s'il vivait effectivement avec le locataire depuis au moins 1 an, du concubin notoire, des personnes à charge, des ascendants ou descendants. L'article 40 de la même loi précise l'application de cet article dans le parc social. Mais voilà que la Commission des affaires économiques, par l'adoption d'un amendement, a inséré une disposition prévoyant que les bénéficiaires d'un transfert de bail, en cas de décès du titulaire, ne soient pas exonérés de la condition de régularité et de permanence de séjour sur le territoire français, requise pour l'attribution d'un logement social. Et étonnant, puisque ce transfert de bail n'est jamais automatique, mais qu'il est bien assujetti à des conditions de durée, c'est-à-dire au moins 1 an de vie commune, et qui concerne un nombre extrêmement limité de personnes, le conjoint, le partenaire de Pacs, le concubin notoire, un ascendant ou si le bénéficiaire présente un handicap. Cette disposition nous pose évidemment problème. Elle est dans la droite lignée de l'examen que nous avons eu du projet de loi sur la politique d'asile et d'immigration. C'est une disposition de plus en plus adaptée pour faire du parcours des exilés sur notre territoire un vrai calvaire. En plus de la perte d'un proche, les personnes visées par cette disposition perdent en plus leur logement et se retrouvent sans toit. Donc nous nous posons la question, quel est le but d'une telle mesure, si ce n'est abîmer les droits des étrangers qui vivent en situation précaire sur notre territoire. En conséquence, nous vous proposons de supprimer l'article porteur de cette disposition, particulièrement inhumaine et contraire aux valeurs de notre République, et notamment au principe de fraternité qui compte encore en France, comme l'a révélé la récente décision du Conseil constitutionnel qui a statué sur le délit de solidarité. Merci. Alors, avis, Madame le rapporteur, sur cet amendement présenté par notre collègue Salvodelli. Alors, l'avis sera un avis défavorable. Ce que nous avons voulu faire, parce que donc votre amendement est bien sûr contraire à la position de la Commission, et ce que nous avons voulu faire dans le travail de la Commission, c'est tout simplement permettre une égalité de traitement entre les locataires sur ce point. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce sera un avis défavorable parce que, en fait, il y a une condition de régularité de séjour qui est une condition pour l'attribution du logement social. Donc, il est quand même logique que cela aussi soit pris en compte pour le transfert du bail en cas de décès du locataire. Merci. Pas d'autres demandes. Je soumets ceux qui sont favorables à l'adoption de cet amendement à l'article 40 bis C, manifeste en levant la main. Avis contraire. Il n'est pas adopté. Je pense que l'article 40 bis C, sans cette modification, est adopté dans les mêmes conditions. J'inverse. Merci. L'article 40 bis 939. Monsieur Labbé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 à 8 de l'article 40 bis. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permet aux bailleurs d'introduire une clause résolutoire en cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. La Commission des affaires économiques a inséré par voie d'amendement une disposition au sein de l'article 40 bis permettant de considérer que cette clause est réputée écrite dès la conclusion du bail et s'applique donc à tous les contrats en cours. Cette disposition à effet rétroactif n'est pas respectueuse de l'accord des parties, alors qu'une telle clause ne permet pas au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation. Elle rend également obligatoire l'introduction de cette clause dans les contrats qui ont été conclus après 2007, alors que les bailleurs avaient la possibilité de le faire. Par conséquent, nous vous proposons de revenir sur l'amendement adopté en commission. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'avis sera un avis défavorable, puisqu'effectivement, on revient sur la position de la Commission. Je rappellerai simplement à notre collègue que la disposition permettant la résiliation du bail ayant été introduite en 2007, les contrats de location qui ont été conclus antérieurement ne mentionnent pas cette disposition.
donc rendant de fait plus difficile l'expulsion du locataire qui ne respecte pas cette obligation. C'est ce que nous avons voulu faire en commission et pallier justement à cette difficulté. Donc l'avis est un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Ce sera aussi un avis défavorable. Merci. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Pour dire à notre collègue Dantec, franchement, alors c'est peut-être plus vrai en Seine-Saint-Denis qu'en Bretagne, mais cet outil, c'est quand même un outil très important pour permettre aux bailleurs sociaux d'essayer de tenir les choses dans une cage d'escalier, dans un immeuble et même dans un quartier. Alors, quel locataire ne sait pas qu'il doit effectivement, j'allais dire, la tranquillité à ses voisins? Enfin, qui de bonne foi peut dire je ne savais pas que je ne devais pas ou que mes enfants ne devaient pas se comporter de telle manière que les gens aux alentours n'en peuvent plus. Franchement, je pense que cette disposition, elle est franchement de bon sens. Et croyez-moi, si on veut tenir effectivement nos logements sociaux, elle est bien utile. Alors l'argument que vous utilisez me semble quand même un argument assez léger. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'amendement 939 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 332 a été retiré avant la séance. Donc je mets aux voix l'article 40 bis. Qui est pour l'article 40 bis? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 41. Même vote pour le 41 bis. À l'article 42, un amendement 1129 de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement de coordination pour viser l'ensemble des mesures de surendettement. Oui, Monsieur le Ministre, favorable. Favorable. Je mets aux voix donc l'amendement 1129 de la Commission avec un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 42. Même vote pour l'article 42. Après l'article 42, l'amendement 581, Monsieur Iacovelli. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. C'est un amendement d'appel puisque c'est une demande de rapport et je connais déjà la position de la Commission sans illusion. Donc, la question de la spatialisation de l'hébergement d'urgence n'est pas abordée dans le projet de loi et pourtant elle mérite un débat. Le plan départemental d'action pour le logement et d'hébergement des personnes défavorisées doit définir de manière territorialisée les mesures destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. La loi prévoit que la capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 1000 ou 2000 habitants en fonction de la taille de la commune. Nous n'avons pas de visibilité sur le respect de cette obligation et compte tenu des besoins, une adaptation de cette règle est certainement nécessaire. La question de la spatialisation des centres d'hébergement d'urgence et des centres d'accueil de demandeurs d'asile est essentielle. Il est proposé donc qu'une réflexion puisse s'engager dans les mois qui viennent sur la base d'un rapport du gouvernement sur cette question. En fonction de votre réponse, je retirerai mon amendement, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la rapporteure. L'avis de la Commission. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Oui, excusez-moi, mais comme c'est une demande de rapport, l'avis est toujours un avis défavorable. Oui, Monsieur le Ministre. C'est aussi un avis défavorable. Bon, écoutez, c'est un amendement d'appel, vous l'avez dit vous-même. Bon, c'est une demande de rapport. J'ai l'habitude de répondre le plus longuement possible. Bon, si j'estime qu'il n'y a pas d'autres observations à faire, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, Monsieur le Ministre. Donc l'amendement est maintenu, Monsieur Iacovelli. Écoutez, oui, l'amendement est maintenu parce qu'à partir du moment où on fait un amendement d'appel, c'est au moins pour avoir une réponse du gouvernement, surtout que j'avais indiqué que, suivant la réponse du ministre, nous retirerons l'amendement. N'ayant pas de réponse, je maintiens l'amendement. D'accord, donc je mets aux voix l'amendement 581 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 43, l'amendement 1050, Monsieur Labbé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est un amendement qui vise à renforcer la qualité de la politique d'accueil et d'accompagnement des personnes sans abri en donnant aux préfets de région les moyens d'établir une véritable programmation budgétaire. Merci, Madame la rapporteure.
L'avis de la commission est défavorable parce que vous proposez de faire du PDH-LPD un document de programmation budgétaire. Je pense que vraiment il n'a pas vocation à être un document financier et une planification supplémentaire en plus de ce que vous proposez également au niveau régional risquerait finalement de nuire à la lisibilité de l'organisation administrative en la matière. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce sera aussi une demande de retrait, sinon un avis défavorable, puisque cet amendement vise à créer un dispositif de programmation sous l'autorité du préfet de région. C'est déjà suffisamment compliqué, je crois qu'on en rajoute une couche, je le dis très simplement aux auteurs de l'amendement. Merci. Donc, Monsieur Labbé, il est maintenu? Retrait. Merci. Le 1127 de la Commission, Madame la rapporteure. C'est la correction d'une erreur matérielle. Avis favorable, Monsieur le Ministre? Favorable. Donc je mets aux voix le 1127 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 57 n'est pas défendu, il tombe. L'amendement 1037, qui le défend? Monsieur Artano? Ménonville, pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'article 43 propose d'harmoniser donc le statut juridique des dispositifs d'hébergement de personnes sans domicile. Il permet de déroger à la procédure d'appel à projet donc jusqu'au 31 décembre 2022 afin d'inciter les centres d'hébergement d'urgence régis par le régime donc de la déclaration donc à rejoindre le régime d'autorisation à l'instar des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Le présent amendement donc vise donc à supprimer la référence aux appartements de coordination thérapeutique, ajout qui ne correspond pas à l'objet du projet de loi. Merci, Madame la rapporteure. Alors, l'avis de la commission sera un avis favorable parce qu'effectivement, la mention des appartements de coordination thérapeutique avait été insérée dans le texte à l'Assemblée nationale. Or, ces dispositifs ne relèvent pas de l'hébergement d'urgence. Ils sont donc hors du champ de l'application 43. C'est une clarification qui est bienvenue. Ministre. Eh bien, Monsieur le Président, ce sera aussi un avis favorable pour cet amendement qui, comme l'a dit Madame la rapporteure, est particulièrement bienvenu. Et donc, nous ne pouvons qu'inciter le Sénat à suivre cet amendement bienvenu. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je mets aux voix le 1037 avec un double avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 419, Monsieur Fouché. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, cet amendement prévoit la remise d'un rapport sur le dispositif expérimental de facilitation de la transformation des centres d'hébergement d'urgence, CHU, en centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Lors des questions orales du mois de mars 2018, ma collègue Colette Mélot avait interpellé le ministre, vous, Monsieur le Ministre, donc, de la cohésion des territoires, sur la mise en place de dispositifs. Engagement avait été pris de mettre en œuvre un dispositif expérimental de facilitation de l'expérimentation des CHU en CHRS dans la durée du plan quinquennal. Logement d'abord, et dans le cadre du PJL, évolution du logement et aménagement numérique. Cet engagement a été tenu, mais il faut que cette expérimentation ne reste pas lettre morte. Il convient donc que le gouvernement mène à son issue une évaluation en vue de sa généralisation et remette en ce sens un rapport au Parlement, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, sur un rapport. Avis défavorable. Défavorable. Monsieur le Ministre. Bien, Monsieur le Président, je remercie le sénateur Fouché d'avoir indiqué que l'engagement avait été tenu. Il a été tenu et aujourd'hui, comme le dispositif n'est pas expérimental, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de prévoir un rapport au Parlement. Donc, avis défavorable. Merci. Il est maintenu, Monsieur Fouché? Retiré. Merci. Donc, je mets aux voix l'article 43. Qui est pour l'article 43? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 43, 3 amendements identiques. Le 17, qui le défend? Monsieur Dallier.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, oui, c'est un amendement de notre collègue Dumas avait déposé, Catherine Dumas, et que je vais défendre bien volontiers. Il concerne les communautés Emmaüs qui accueillent depuis 70 ans des personnes en grande précarité ou des exclus. Les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une communauté Emmaüs pour aider les autres. Elles bénéficient ainsi d'un lieu de vie, d'un accompagnement spécifique et mènent avec les autres compagnons une activité qui est tournée vers la solidarité et les autres. Donc, dans le même temps, l'activité menée par les compagnons ou compagnes doit dégager l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision et possibilité surtout de développer des activités qui correspondent au profil et aux compétences des compagnons. Cette approche est ainsi en rupture avec la logique d'assistanat et elle permet aux personnes accueillies, durant le temps nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie. Depuis 2010, le statut de ces OCAS, organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire, reconnaît l'action des communautés Emmaüs. L'article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralise le revenu de solidarité active et réforme les politiques d'insertion, a en effet créé au sein du Code de l'action sociale et des familles une nouvelle catégorie d'entités juridiques, les OCAS. Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret 2009-863 du 14 juillet 2009. Le présent amendement complète ainsi l'article 265.1 du CASF pour préciser que les OCAS peuvent relever de la catégorie de logement foyer régie par le Code de construction et de l'habitation. Les organismes concernés pourront ainsi contribuer, Monsieur le Ministre, au plan Logement d'abord, en développant en toute sécurité juridique des solutions de logement adaptées en réponse à des besoins spécifiques. Une circulaire viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Voilà l'objet de cet amendement. Merci, cher collègue. Le 368 identique, Monsieur Young. Merci, Monsieur le Président. C'est le même amendement. Je ne reprends pas les excellents arguments développés par notre collègue. L'amendement permet surtout une évolution législative dans la stratégie nationale Logement d'abord et propose un changement de modèle pour réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile de l'hébergement vers le logement. C'est donc un point important. L'article 43 du projet de loi Élan renforce les moyens de pilotage et d'organisation du dispositif d'accueil d'hébergement vers l'insertion et le logement destiné à ces personnes. Pour les autres raisons qu'a indiqué mon collègue, je pense que l'amendement est fortement justifié et j'appelle tout le monde à le soutenir et à aider les efforts de la communauté d'Emmaüs. Merci, cher collègue. Le 621, Monsieur Bigot. Oui, on va dans le même sens. Les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, selon le principe posé par l'abbé Pierre de « viens m'aider à aider ». Selon ce principe, des personnes choisissent, ça a été dit, de vivre un temps dans une communauté d'Emmaüs pour aider les autres. Elles bénéficient alors d'un lieu de vie, d'un accompagnement et mènent une activité tournée vers la solidarité. Depuis 2010, cette organisation est officiellement reconnue. La loi a conféré aux OACAS un statut spécifique. Cependant, le développement d'un habitat adapté pour les personnes accueillies en OACAS est rendu difficile en raison d'un cadre législatif qui s'avère mal adapté. Afin de contribuer plus efficacement au logement d'abord, il est proposé de faire évoluer le statut des résidences OACAS et de leur reconnaître le statut de logement foyer au sens de l'article L. 633-1 du CCH. Chers collègues, Madame la rapporteure. Alors, l'avis de la Commission des affaires économiques est bien évidemment un avis favorable à ces trois amendements identiques. Elle salue cette initiative comme étant particulièrement bienvenue parce qu'elle sécurise le cadre des organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire et elle répond véritablement à une forte demande en ce sens. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, devant cet enthousiasme général, le gouvernement, bien sûr, ne pourra qu'applaudir plus que des deux mains à ces propositions d'une sagesse exemplaire. Et monsieur le ministre. Oui, monsieur l'abbé.
Permettez-moi, Monsieur le Président, quand j'ai dit sagesse exemplaire, bien évidemment, pour moi, c'était absolument consubstantiel au Sénat. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le Sénat, Monsieur Labbé, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais dire tout mon soutien aussi à ces amendements et aussi évoquer l'évolution de l'action des communautés Emmaüs, notamment par rapport aux populations migrantes, les femmes, enfin fameux, si on peut dire, nini, qui ne peuvent pas rester sur le sol français et ne peuvent pas atterrir sur un autre sol parce qu'ils ne sont pas bienvenus, eh bien les communautés Emmaüs jouent un rôle extraordinaire dans ce domaine. Il est important de le dire. Sur ma commune, non sans difficulté, il y a 10-12 ans, j'avais accueilli une communauté Emmaüs qui joue parfaitement son rôle et qui a évolué pour accueillir des couples et pour maintenant accueillir des couples avec enfants de migrants qui se retrouvent en situation de rien ni rien. Et au moins là-dedans, ils retrouvent leur dignité et on peut espérer que, passé les 5 ans, ils puissent être admis dans la société française. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix les amendements identiques 17, 368 et 621 avec un double avis favorable de la commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. L'amendement 101, qui le défend, c'est Madame Lavarde. Cet amendement rédigé de manière un peu différente, en fait, me semble avoir exactement la même visée que ceux qui viennent d'être adoptés. Donc, je pense qu'il tombe. Enfin, sauf... Oui, je le retire de toute façon, puisqu'il visait exactement la même chose. Il faut le retirer, merci. Merci. Donc, l'amendement 582, M. Iacovelli. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, le nombre de places d'hébergement d'urgence imposées par la loi reste limité dans les grandes agglomérations, pourtant confrontées à des demandes en forte augmentation ces dernières années. Si certaines communes vont au-delà de ce qu'impose la loi, il semble important d'augmenter le minimum légal de l'offre disponible sur l'ensemble des territoires concernés. Ainsi, je prends l'exemple de la métropole du Grand Paris. Seulement 13 communes concentrent 60% de l'offre de places d'hébergement existant. Un meilleur équilibre géographique de la répartition des places permettrait d'accompagner la logique de logement d'abord, en intégrant les outils de passage de l'hébergement en logement dans une logique territoriale plus affirmée. Ainsi, il est proposé d'augmenter le nombre de places d'hébergement par tranche d'habitants. Voilà le but de notre amendement. Merci. Madame la rapporteure. Alors l'avis sera un avis défavorable, pas du tout parce que votre amendement proposerait d'augmenter le nombre de places d'hébergement. Je pense que toutes les communes sont donc favorables à disposer et souhaiteraient disposer de capacités d'hébergement d'urgence suffisantes. Mais vous avez aussi oublié de dire que vous proposez dans cet amendement que si on n'atteignait pas le seuil qui est porté dans l'amendement, la commune pourrait être financièrement sanctionnée par une ponction de ses recettes fiscales. Alors je pense que véritablement recourir là à la contrainte financière auprès des communes sans avoir fait un état des lieux préalable ne me paraît pas vraiment être la méthode à privilégier. Donc ça sera ou un retrait ou un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera aussi un avis défavorable. Je pense que ce qui est oublié, c'est que c'est essentiellement l'État qui finance. Et quand même, à concurrence de 2 milliards d'euros, l'hébergement d'urgence. Ça, c'est une réalité. Alors, qu'il y ait un problème, et j'entends ce qui vient d'être exposé par le sénateur Iacovelli, qu'il y ait un problème sur le fait que certaines communes ne sont pas très proactives, et c'est un euphémisme pour accueillir de l'hébergement d'urgence, c'est une réalité. Mais il n'en reste pas moins que jamais autant de places d'hébergement d'urgence n'ont été créées que cette année et que suite à la période hivernale, nous avons encore pérennisé 5000 places supplémentaires. On peut considérer que ce n'est pas suffisant, qu'il en faut encore, mais jamais, je le dis et je le répète, il n'y a eu autant de places ouvertes que ces derniers mois, parce que ça correspond à un besoin, à une réalité, et bon, dont on peut considérer qu'elle n'est pas encore suffisante, mais c'est l'État, et c'est le budget de l'État qui apporte l'essentiel du financement. Monsieur le ministre, Monsieur Iacovelli.
pour explication de vote. Oui, je suis un peu étonné par la réponse de Madame la rapporteure qui, à la fois, dit que les communes seraient ravies de pouvoir avoir plus de places d'hébergement et en même temps justifie le fait d'ailleurs, c'est monsieur le ministre qui indique que certaines communes ne sont pas très favorables malgré tout à construire des places d'hébergement. Et alors, par contre, l'argumentaire de Madame la rapporteure, excusez-moi, mais en aucune façon on ne parle de fiscalité et de sanctions financières. On ne fait que remplacer le mot une place par remplacer par 3 places. Donc je ne sais pas où est-ce que vous avez vu le dispositif qui pourrait pénaliser les communes, mais en tout cas pas dans notre amendement. Madame la rapporteure. Pas dans l'objet de l'amendement, mais dans l'article, il est prévu et il est question de sanctions financières. Donc, de fait, c'est en lien aussi avec ce que vous proposez. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous pouvez, chers collègues, inscrire dans la loi toutes les multiplications que vous voulez. Je suis persuadé que sur le terrain, ça n'aura pas d'impact direct. Et pour être un peu cohérent, mais vous le savez, la métropole du Grand Paris vient d'adopter son PMHH. Et justement, dans ce document, cette nouvelle répartition a été regardée. Ce PMHH va, en tous les cas, s'opposer au document de rang inférieur. Et donc, il y a déjà une réflexion commune pour essayer de mieux répartir ces places d'hébergement. Alors, comme vous, je suis bien conscient que les maires ne se précipitent pas tous forcément pour créer ces places. Et particulièrement dans la métropole du Grand Paris. D'ailleurs, la question de l'hébergement à l'hôtel est peut-être la question principale à poser. Donc moi, j'ai envie de vous dire, arrêtons d'inscrire dans la loi des contraintes ou des objectifs inatteignables, comme je le disais la semaine dernière sur un sujet à peu près identique. Travaillons plutôt entre collectivités territoriales, c'est ce que la métropole fait, et à mon avis, c'est ainsi bien fait. Merci, Monsieur Karoutchi, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je comprends ce que dit Monsieur Iacovelli, sauf que la situation en Île-de-France, elle n'est pas uniquement, c'est le moins qu'on puisse dire, liée à l'hébergement d'urgence. La vérité, c'est que depuis des années, comme il n'y a pas de place en CADA, comme il n'y a pas de place dans l'ensemble des structures faites pour l'accueil des demandeurs d'asile ou des migrants, l'État récupère et réquisitionne souvent l'ensemble des dispositifs d'hébergement d'urgence pour cela. Donc c'est vrai que nous avons un vrai problème, c'est que ceux qui relèveraient normalement de l'hébergement d'urgence n'y ont pas de place parce que de toute façon c'est sursaturé. Mais là, c'est toujours le même problème, indépendamment de toute politique migratoire que l'on veut conduire, on demande depuis des années, et je reconnais que c'est difficile à faire, mais on demande depuis des années à ce qu'il y ait au moins une répartition territoriale sur le problème des demandeurs d'asile, et ça n'est toujours pas le cas. L'essentiel des demandeurs d'asile reste en Île-de-France. Et à partir de là, tous les dispositifs, oui, enfin, au-delà, mais tous les dispositifs sont sursaturés. On a un vrai sujet en Île-de-France. Tant que réellement on ne dira pas qu'on met des moyens particuliers sur la région, on n'arrivera pas à un équilibre. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 582 avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 622, qui le défend? Monsieur Denis. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, je dis d'entrée, il s'agit là d'un amendement d'appel que je retirerai en fonction de la réponse de Monsieur le Ministre, qui, je suis persuadé, aura à cœur d'y répondre. C'est très simple, hein. Concernant l'accueil, l'hébergement et l'insertion, et particulièrement de nos concitoyens fragilisés pour des raisons diverses, on a plusieurs investissements de construction ou de rénovation qui bénéficient de taux de TVA réduits. On a les établissements hébergeant des enfants handicapés, les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées à but non lucratif qui relèvent de certaines dispositions. D'autres visent les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, les lits halte soins santé et les centres d'hébergement d'urgence. En revanche,
Certaines structures à vocation sociale et soignante ne bénéficient, elles, d'aucun dispositif fiscal tel que les lits d'accueil médicalisés. Et donc, notre amendement était surtout pour attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt, si ce n'est la nécessité, d'améliorer la lisibilité des différents dispositifs fiscaux qui sont applicables aux opérations de construction et de rénovation réalisées par le secteur associatif ou caritatif. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Donc un avis défavorable et je pense que ce sujet s'invitera dans le cadre de la prochaine loi de finances, très certainement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Le sénateur Donis m'invite à lui répondre. Donc, je vais vous dire que nous partageons, le gouvernement partage l'objectif de votre amendement qui vise en fait à améliorer la lisibilité du droit s'agissant du régime de TVA des structures d'hébergement. Mais cet objectif, il peut être atteint par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les lits d'accueil médicalisés, ce qui ressort d'ailleurs de l'exposé de votre amendement. En outre, s'il fallait en passer par la loi, ce qui ne me paraît pas opportun, s'agissant d'une disposition fiscale, cela relèverait plutôt de la loi de finances. C'est pourquoi le gouvernement émettra un avis défavorable, mais j'ai compris que vous alliez retirer cet amendement. Denis. Retrait, bien sûr. Merci. Donc il est retiré. L'article 43 bis a été supprimé. Après cet article 43 bis, un amendement 662, Monsieur Dallier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement traite des résidences hôtelières à vocation sociale, outil intéressant, et j'allais dire particulièrement intéressant dans les zones tendues où, effectivement, il pourrait permettre de régler le problème des jeunes actifs en situation de précarité. L'amendement en question propose que lorsque l'État n'a pas contribué financièrement au financement de ces RHVS, eh bien, son taux de réservation ne soit pas de 30%, mais de 10%. Voilà l'objet de l'amendement. C'est aussi peut-être pour régler un problème de cohabitation de publics différents. Je le dis parce que lorsque j'avais une casquette de maire, j'ai eu à connaître ce genre de situation et de longs débats avec les services de l'État sur ce que l'on appelle les résidences jeunes actifs, avec d'un côté les services de l'État qui, mordicus, me disaient on veut 30% pour tout public avec ce que ça implique, et à côté un public de jeunes actifs. Bon, c'est un débat qu'on peut avoir, Monsieur le Ministre, mais l'idée serait de dire ici que le taux passe à 10% à partir du moment où l'État ne contribue pas financièrement à la création de ces RHVS. Merci, Madame la rapporteure. Alors, sur cet amendement, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat et j'écouterai avec beaucoup d'attention également ce que nous dira le gouvernement. Néanmoins, je pense que le seuil de 30% tel qu'il existe aujourd'hui est déjà, me semble-t-il, suffisamment large pour répondre à la situation des zones tendues, mais je donnerai un avis de sagesse. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, en contradiction avec ce que j'indiquais tout à l'heure, je ne considère pas que cet amendement s'inscrive totalement dans la sagesse. Et donc, j'émettrai un avis défavorable. En fait, le gouvernement, certes, partage l'objectif d'offrir des solutions de logement au profit des jeunes salariés et des apprentis en situation précaire, mais la mobilisation du quota de 30% au bénéfice des publics fragiles répond particulièrement aux objectifs de la politique du logement en zone tendue, et réduire ce quota à 10% ne nous semble donc pas opportun. Voilà pourquoi j'émettrai un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 662 avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 838, Monsieur Antiste.
C'est ça, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement devient le comité régional de l'habitat, de l'hébergement et de l'aménagement du territoire. Il s'agit d'ancrer les politiques de l'habitat sur les territoires en lien avec les départements, les agglomérations et les communes. Parmi les enjeux de gouvernance, le renforcement de la place des régions dans les stratégies régionales de l'habitat est souhaité, hormis leur présence dans les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement. Les régions ne sont aujourd'hui pas reconnues comme des acteurs de l'habitat. Alors que la mise en œuvre des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mis en place par la loi NOTRe questionne sur le rôle futur des régions, un CRHH renouvelé, assuré par une coprésidence État-région, permettrait de repositionner les régions comme acteurs de premier plan des équilibres territoriaux locaux en matière d'habitat. Chers collègues, Madame la rapporteure. Alors, la Commission a donné un avis défavorable. D'abord, vous proposez d'étendre donc le titre de comité régional de l'habitat et de l'hébergement à l'aménagement du territoire. On pense véritablement que ce n'est pas pertinent et que l'aménagement du territoire est un sujet beaucoup plus large que celui de l'habitat et de l'hébergement. Et vous proposez également que ces CRRH soient coprésidés par le préfet de région et par le président du conseil régional. Je ne suis pas sûre que le fait de coprésider avec le président du conseil régional, ce soit vraiment un besoin qui a été identifié sur les territoires. Donc l'avis est défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce sera aussi un avis défavorable parce que je pense, comme cela vient d'être exposé justement par Madame la rapporteure, que ce sera plutôt de nature à complexifier les choses et que cette dualité de responsabilité n'est pas forcément un gage d'efficacité. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 838 avec un double avis défavorable de la Commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 44. Qui est pour l'article 44? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 44, l'amendement 516, Monsieur Antiste. Merci, Monsieur le Président. L'article 244 quater du Code pénal des impôts a prévu un mécanisme de crédit d'impôt pour financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer. Ce crédit d'impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations. Note étant prise qu'il s'agit d'investissements à long terme, les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de 50 à 60 ans. Compte tenu de ces caractéristiques, il est souhaitable économiquement d'étaler comptablement ce crédit d'impôt sur la durée d'utilisation de l'immeuble de logement. Pour que cette imputation comptable soit justifiée, il convient d'acter dans la loi le principe selon lequel ce crédit d'impôt est un mode de financement des logements locatifs sociaux. C'est l'objet du présent amendement. Merci, Madame la rapporteure. Avis défavorable. Je vous invite à déposer votre amendement dans le cadre du prochain débat sur la loi de finances. Monsieur le ministre. Même avis défavorable pour les mêmes raisons. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 516 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 45, l'amendement 899 n'est pas défendu, il tombe. Je mets aux voix l'article 45. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 45 bis, deux amendements de la Commission, Madame la rapporteure, le 1138 et le 1128. 1133, pardon. L'amendement 1133 vise à améliorer la rédaction de la définition de l'habitat inclusif, qui, je le rappelle, vise à définir un statut intermédiaire entre le domicile et l'établissement. L'amendement que je vous propose précise notamment que ce type d'habitat pourrait être mixte, à savoir accueillir à la fois les personnes handicapées, les personnes âgées en perte d'autonomie, mais également d'autres personnes. Le forfait habitat inclusif ne sera néanmoins versé que pour les personnes handicapées et les personnes âgées en perte d'autonomie. Il assouplit également la définition des immeubles dans lesquels cet habitat
inclusif peut se constituer. Il s'agit là de poursuivre une démarche qui a été engagée à l'Assemblée nationale en vue de répondre à une forte demande sociale. Et le deuxième amendement, monsieur... Mais pour avoir l'avis du gouvernement, merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, sur le 1133. Merci Monsieur le Président. J'ai un avis réservé parce que, bon, si le gouvernement partage effectivement l'objectif d'améliorer la définition de l'habitat inclusif, vous ajoutez dans la définition de l'habitat inclusif qu'il peut concerner d'autres personnes que les personnes handicapées ou âgées, ce qui pose problème par rapport au parc social et au logement foyer dans la mesure où les accompagnants valides ne sont pas des publics prioritaires au sens du Code de la construction. Alors, ce que nous souhaitons, puisque nous partageons l'objectif global de l'amendement, c'est de retravailler cette disposition dans le cadre de la navette afin de tenir compte de cette difficulté dans le parc social et les logements foyers. Et nous souhaitons une expertise complémentaire. Voilà la position dont je ne suis pas bloqué, mais en l'état, nous considérons que ce sujet n'est pas bouclé, comme on dit. Merci Madame la Présidente. Prima. Merci Monsieur le Président. Très rapidement, comme il n'y a pas de navette, je propose qu'on adopte l'amendement et qu'on le travaille pour la CMP. Merci Madame la Présidente. Monsieur Denis, pour explication de vote. Oui, le travail qu'a fait la Commission, en l'occurrence, paraît particulièrement bienvenu. C'est un cas de figure que nous allons rencontrer de plus en plus souvent avec, d'une part, l'allongement de la durée de la vie et d'autre part, la nécessité, comme nous partageons, d'une société inclusive et une adaptation du logement. Donc, nous voterons cet amendement avec, bien sûr, la volonté que d'ici la CMP, cela puisse être totalement bordé. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement 1133 de la Commission avec un avis réservé ouvert de Monsieur le Ministre. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 1128, Madame la rapporteure. Alors, c'est un amendement, là aussi, qui codifie à la fois le renvoi à des mesures réglementaires d'application du nouveau titre du Code de l'action sociale et des familles relatif à l'habitat inclusif et qui procède à une correction rédactionnelle. Merci, Monsieur le Ministre. Favorable. Donc, je mets aux voix le 1128 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 45 bis. Qui est pour l'article 45 bis? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après cet article, le 869, qui le défend? Madame de Romédy. Merci Monsieur le Président. La loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a instauré un cadre juridique applicable aux résidences-services répondant ainsi à un certain nombre de difficultés de gestion qui se posaient jusqu'alors. Le terme résidence-service désigne un type de copropriété destiné à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées autonomes, propriétaires ou locataires. Ces résidences se composent de logements individuels, maisons ou appartements, équipés et sécurisés conformément aux besoins particuliers des personnes âgées et offrent des services de nature à garantir aux copropriétaires un cadre de vie convivial tout en respectant leur indépendance. Ainsi, elles contribuent, aux côtés des politiques publiques, à répondre à l'enjeu du vieillissement de la population française. Elles sont de nature à prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées et elles contribuent à renforcer l'offre de logements adaptés et disponibles. Après avoir mis en œuvre la sécurisation juridique de ces résidences-services qui apportent de vraies réponses aux défis du vieillissement et à la qualité de vie des seniors et des personnes à mobilité réduite, il convient de garantir leur accessibilité à tous. C'est l'objet du présent amendement qui vise la mise en place d'un dispositif de résidence-service à caractère social. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure.
Alors, l'avis de la commission sera un avis de sagesse et on écoutera avec attention ce que nous dira le gouvernement parce que peut-être qu'il y aura lieu de retirer votre amendement. Il n'est pas certain que cette disposition soit d'abord pertinente juridiquement car un alignement sur le secteur privé en la matière pourrait attirer des difficultés aux bailleurs sociaux qui pourraient de fait se retrouver en situation de concurrence déloyale vis-à-vis du secteur lucratif. Donc, sagesse, mais je pense que peut-être l'avis du gouvernement nous éclairera et que vous serez peut-être amené à le retirer. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous considérons qu'il est en grande partie satisfait et je vous inviterai donc à le retirer, cet amendement, parce qu'en fait, il existe déjà des dispositifs qui correspondent à l'objectif qui est prévu dans cet amendement. D'autre part, il existe aussi un certain nombre d'aides et de services d'accueil spécialisés pour les personnes âgées ou handicapées qui sont financés par l'État et les départements selon le cas. Il y a déjà l'article L441-2 du CCH qui dispose que la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement par les bailleurs d'ailleurs, pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Ce, au moment de l'agrément de l'opération de logement social et qui est l'occasion de préciser le projet social associé à ces logements. C'était d'ailleurs l'un des apports de la loi adaptation de la société au vieillissement qui a été adoptée fin 2015. Donc, globalement, nous considérons que cet amendement est largement satisfait en l'état. Merci. Madame de Romandie, il est retiré. Il est retiré. Voilà pour cette matinée consacrée par le Sénat à l'examen du projet de loi Élan, Élan pour évolution du logement, aménagement et numérique. Et plus précisément, ce matin, les sénateurs ont débattu de la question des expulsions locatives. Notez cet après-midi notamment 2 temps forts. Les sénateurs vont débattre des objectifs de la loi SRU, cette loi qui prévoit que les communes doivent être dotées de 25% de logements sociaux en 2025. Les sénateurs veulent leur donner plus de délai. Sachez également que les sénateurs vont débattre de la question de l'encadrement des loyers en zone tendue. Mais auparavant, les sénateurs devraient adopter le principe de la constitution de la commission des lois en commission d'enquête. Cela à la suite de l'affaire Alexandre Benalla. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.